Comment un silence peut-il remplir un riff? Salut mes petits riffologues! Bienvenue dans Riffologie Culte, l'émission où l'on dissèque les riffs les plus mémorables de l'histoire de la guitare. Aujourd'hui, on va parler d'un morceau et surtout d'un groupe qui est cher à mon cœur de guitariste. Celui qui m'a fait des entailles au bout des doigts tellement j'ai poncé leur riff. Prêt? Alors, affûtez vos médiators, musclez vos petits doigts et ouvrez grand vos oreilles. Ça va riffer. En 1980, le rock est à un tournant. Le punk a tout brûlé sur son passage. Le disco est en train de s'éteindre. Le hard rock, lui, est à la croisée des chemins. Soit il devient plus technique, plus démonstratif, soit il disparaît. Et au milieu de ce chaos musical, AC/DC encaisse un coup fatal. Le 19 février 1980, Bon Scott meurt asphyxié après une nuit d'excès. Pour le groupe, ce n'est pas seulement la perte d'un chanteur. C'est la perte d'une voix, d'un esprit, d'un frère. Bon Scott, c'était la provocation, l'ironie, le danger permanent. Sans lui, AC/DC aurait pu devenir un groupe figé dans sa propre légende. Après la mort de Bon Scott, les frères Young sont profondément ébranlés. Pendant un temps, l'idée d'arrêter AC/DC est réelle. Ils se rendent alors à Perth pour présenter leur respect aux parents de Bon Scott. Et là, Chick Scott, le père de Bon, leur aurait tenu un discours très clair. Vous devez continuer. Vous ne pouvez pas arrêter. Les frères Young étaient déjà intérieurement en train d'envisager de poursuivre. Mais jamais ils ne l'auraient fait sans la bénédiction du père de Bon Scott. Et c'est seulement après cela qu'AC/DC repart vraiment. Pas pour tourner la page, mais pour continuer l'histoire. Brian Johnson n'est pas un inconnu. Il chantait dans Geordie, un groupe anglais à l'énergie brute. Une voix éraillée, puissante, presque animale. Mais surtout, une voix différente. AC/DC ne cherche pas un clone de Bon Scott. Il cherche quelqu'un capable de tenir la baraque. D'ailleurs, Bon Scott lui-même trouvait que Brian Johnson était un chanteur au-dessus du lot. L'audition est simple. Brian Johnson chante, les Young se regardent et comprennent immédiatement. Ce n'est pas Bon Scott. Et c'est précisément pour ça que ça fonctionne. Le titre Back in Black n'est pas un slogan rock. C'est une référence directe au deuil, le respect d'un groupe à un frère disparu. Back in Black devient alors l'album de la maturité dans la douleur. C'est ici que commence le voyage du silence, avec le riff de Back in Black. C'est que son apparente simplicité nécessite une mise en place rythmique diabolique. Parce que ce riff, ce n'est pas un riff de guitare héros. C'est un riff de rythmicien obsessionnel. Malcolm Young ne cherchait jamais à impressionner. Il cherchait une chose, une seule, le riff qui tient debout tout seul. À cette époque, le groupe est en studio avec Mutt Lange, un producteur réputé pour son exigence, presque maniaque. Chaque note est discutée, chaque silence est pesé. Et justement, le secret du riff est là, dans les silences. Malcolm compose le riff à partir d'accords ouverts, mais il enlève volontairement des coups. Il crée des trous, des respirations. Mutt Lange aurait insisté pour que le riff soit joué encore plus sec, encore plus précis, jusqu'à ce que chaque attaque devienne presque percutante. À tel point que Malcolm dira plus tard, avec son humour très australien, « Si tu joues trop de notes, c'est que t'as rien compris ». Ce riff n'est pas là pour raconter une histoire, il est là pour installer une tension. Et c'est exactement ce qu'AC/DC voulait à ce moment-là. Pas de débordement émotionnel,
pas de colère spectaculaire, juste une avancée froide et déterminée. Le silence ne vit pas tout seul. Il a besoin d'un son qui lui laisse de l'espace. Et quand on regarde le matériel des frères Young, on comprend que tout est pensé dans ce sens-là. On remet les pendules à l'heure, mes petits riffologues. Quand on parle du son de Back in Black, beaucoup visualisent direct SG plus gros crunch égale AC/DC. Sauf que ça dépend de qui on regarde. Angus, oui, c'est l'univers Gibson, l'ASG, mais Malcolm, le vrai pilier rythmique, c'est surtout sa Gretsch Jet Firebird modifiée, celle qu'on surnomme The Beast, une Gretsch simplifiée à l'extrême. Moins de composants, moins de distractions, plus d'attaque. Malcolm ne joue quasiment jamais le riff pleinement saturé. Le gain est volontairement modéré, parce que trop de saturation tue l'attaque. Et sans attaque, le riff s'effondre. C'est pour ça que quand on écoute Back in Black aujourd'hui, le riff sonne toujours aussi moderne. Côté amplification, justement, on est sur des Marshall poussés, mais pas noyés de gain. L'idée, c'est un crunch ouvert qui réagit au moindre coup de médiator. Pas un mur de disto compressé. Et côté effet, quasiment rien de spectaculaire. Pas de chaîne d'usine, pas de forêt de pédales. Pourquoi ? Parce que ce matos-là n'est pas sexy. Il est fonctionnel. Il sert à faire ressortir l'essentiel, le groove, la précision au millimètre et les silences. Et maintenant qu'on a la recette, on passe au plat principal, le riff. Quand on parle d'AC/DC, on pense immédiatement à Angus Young. Son énergie, ses solos incendiaires, son jeu de scène totalement déchaîné, son costume d'écolier et bien sûr sa SG. Angus, c'est l'image. Angus, c'est l'électricité. Angus, c'est le feu. Mais ici, on est dans riffologie culte. Et en riffologie, on rend à César ce qui est à César. Parce que celui qui tient la baraque, celui qui fait que la maison AC/DC ne s'écroule jamais, il vient d'un homme, beaucoup plus discret. Parce que chez AC/DC, le solo peut être spectaculaire, mais le riff doit être inébranlable. Dans Back in Black, Angus brille, oui, mais Malcolm commande le navire. Et tant que lui tient la barre, AC/DC peut traverser n'importe quelle tempête. Avant de plonger dans le riff, tu trouveras sur mon site tous les supports de cet épisode. Backing track, partoche, etc. Tu trouveras le lien en description. En musique, le silence fait partie intégrante du riff. Ah, silence, mais silence là! Quoi? Des silences? Ah ouais, je crois que j'en ai vu une fois sur une partoche en 1992. Par contre, j'ai pas trop compris à quoi ça servait. En rock, beaucoup de guitaristes ont peur du vide. Alors ils remplissent, ils ajoutent des notes, ils brodent. Malcolm et Angus, eux, font exactement l'inverse. Ils savent que les silences font partie de la musique. Un silence bien placé, c'est une respiration. C'est ce qui donne envie de bouger la tête, de taper du pied. Personne ne parle sans jamais reprendre son souffle. La musique, c'est pareil. Et AC/DC l'a intégré mieux que n'importe quel autre groupe de rock. Tous les guitaristes devraient se faire les dents sur AC/DC. Pourquoi ? Parce que les accords sont simples, les rythmes sont simples, mais la précision est diabolique. Quand on débute la guitare, on a tous envie de débouler sur le manche à toute vitesse, de shredder. Et ça aussi, ça place dans la musicalité. C'est toujours une question de dosage. Mais avant de jouer à 300 BPM,
Il faut apprendre à être une fondation solide, le pilier rythmique, celui sur lequel tout repose. Et ça, AC/DC t'apprend ça mieux que n'importe quelle méthode. Allez, on commence l'analyse technique de ce riff. Bon, déjà, chose toute simple, 3 accords et rock'n'roll. Donc, mi, ré, la. Power chord au plus simple, hein. Même le mi, on peut le jouer juste comme ça. Pas besoin de jouer l'accord ouvert. Ça donne un peu plus de punch. La formule rythmique, premier accord, une noire pointée. Enfin, quand je dis pointée, c'est staccato. Hein. Elle dure pas le temps d'une noire, c'est sec, précis. Ensuite, sur le deuxième temps, on va jouer les 2 dernières doubles croches. Et on finit sur le 3e temps, le qui lui aussi est sec, comme le mi. Et si on regarde bien, à chaque fois c'est et on rajoute une petite augmentation rythmique entre une fois qu'on a cette base-là, on a la première partie du riff. C'est le premier groupe. Le deuxième groupe, on va finir par un petit gimmick qui se retrouve ici. On met son petit doigt à la 7e case, ici, de l'accord de mi, et on va faire alterner 7, 4, 7, 5, 7, 6, 7, 7. Allez, on décompose bien. Maintenant, on va rejouer tout le groupe. Allez, et en petit bonus, je vais vous montrer la petite partie qu'Angus Young joue, en fait, dans la partie où il n'y a rien qui se passe. Normalement, dans le morceau, c'est Angus qui joue. Donc, on a toujours le... Attention au placement, hein. Ça se joue sur le et du 3. Donc là, clairement, on est sur la gamme pentatonique de blues de mi. Et on a tout le riff. Allez, amuse-toi aussi avec ce riff, et puis montre que toi aussi t'es un pilier du rock.
Back in Black, ce n'est pas un riff pour frimer. C'est un riff pour tenir. Tenir le tempo, tenir le groove, tenir le morceau debout du début à la fin. 3 accords, quelques silences et une précision au millimètre. C'est ça, les riffs qui traversent le temps. Alors, si tu veux continuer à comprendre pourquoi certains riffs ne vieillissent jamais, pourquoi ils te font encore bouger la tête 40 ans plus tard, abonne-toi à Riffologie Culte.